Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Cameron. Un nom simple, presque anodin. Vous savez que parfois je m'amuse dans les émissions, alors pas toutes, de temps en temps, en vous disant pendant ce temps-là, Veracruz, vous savez le film de Les Nuls, La Cité de la Peur, là on va y aller vraiment dans l'état de Veracruz, on va aller dans ce petit village, Cameron, perdu dans les terres chaudes mexicaines, un lieu qui, sans un affrontement très éphémère, aurait sombré dans l'oubli des cartes poussiéreuses qu'on a l'habitude de connaître. Pourtant, ce 30 avril 1863, dans l'enceinte décrépite d'une hacienda au mur de torchis que vous imaginez, 62 légionnaires français, commandés par un capitaine à la main de bois, vont écrire une page d'histoire. Alors c'est pas une victoire, c'est un sacrifice. C'est pas un triomphe éclatant comme on a l'habitude de connaître, mais on a connu un peu tout, mais on a aussi connu des triomphes éclatants, c'est vrai, mais c'est une résistance acharnée, voué à l'échec dès le départ et qui est devenu avec le temps un mythe. Un mythe historique mais pas très connu. Cameron, c'est l'histoire d'une poignée d'hommes qui se battent jusqu'au bout, encerclés par des milliers de soldats mexicains, refusant de céder avant d'avoir épuisé toutes leurs forces, toutes leurs balles, toute leur vie. Ça doit vous rappeler quelque chose, j'imagine, mais avec un autre nom, et j'y reviendrai. Mais comment expliquer que ce combat, perdu d'avance, et perdu tout court d'ailleurs, ait pris une telle dimension historique? Comment se fait-il qu'un épisode mineur, dans une guerre très lointaine, presque effacée, voire quasiment totalement effacée de la mémoire française, ait été élevé au rang de légende? La réponse est double. Elle tient d'abord à la singularité même de Cameron. Une poignée d'hommes, opposés à une armée entière, une résistance héroïque digne des Thermopyles. Elle tient ensuite au travail de mémoire. La Légion étrangère, longtemps en quête d'une identité, a trouvé là son mythe fondateur, sa matrice morale, le récit exemplaire qui illustre ce qu'elle veut être et ce qu'elle veut transmettre. Et pourtant, Cameron ne peut se comprendre, évidemment, sans le contexte historique. La bataille n'est pas, comme ça, un miracle isolé, ni une anecdote égarée dans un coin d'histoire militaire ou d'un bouquin que j'ai lu par hasard. Elle s'inscrit en fait dans une aventure bien plus vaste. L'expédition française au Mexique de 1862 à 1867, qui en plus, effectivement, déjà l'histoire de Napoléon III, on ne la connaît pas beaucoup, pas bien, même si j'ai fait 3 émissions dessus, mais en général, les Français la connaissent pas bien. Et alors, l'expédition mexicaine, c'est même pas la peine de vous en parler. Les gens ne savent même pas qu'on est allé au Mexique. Une expédition voulue par Napoléon III, marquée par des rêves de grandeur impériale, des calculs diplomatiques, des illusions stratégiques et terminée dans un désastre. Parce que si Cameron est devenu une victoire symbolique, l'expédition mexicaine, elle, est restée une défaite politique et militaire dont le Second Empire ne s'est jamais vraiment relevé. Napoléon III, empereur singulier s'il en est, nourri d'idéaux romantiques et de calculs politiques, croyait pouvoir refaçonner le monde à son image, entre guillemets. Dans son esprit, l'intervention au Mexique devait être une entreprise civilisatrice, une œuvre catholique et une revanche sur l'humiliation de la France par les grandes puissances. Il rêvait d'établir un empire latin en Amérique, capable de contrebalancer l'influence des États-Unis, plongés à ce moment-là dans la guerre de sécession, et qui était en train de monter. Mais ce rêve va se heurter à la réalité des guérillas, aux montagnes mexicaines, à la volonté farouche de Benito Juárez et de ses partisans républicains, et à l'incompréhension d'une opinion française vite lassée d'une guerre lointaine et extrêmement coûteuse. C'est donc à l'intersection de ces deux dimensions, le rêve impérial français et la résistance mexicaine, que surgit Cameron. Et c'est dans ce contexte, celui d'un second empire en quête de prestige et d'un Mexique en lutte pour son indépendance, que s'élève le sacrifice des hommes de la 3e compagnie du régiment étranger. Cameron, c'est pas seulement en fait un fait militaire, c'est un miroir grossissant des ambitions de Napoléon III, des illusions du Second Empire et de la manière dont une défaite peut se transformer parfois en victoire symbolique. Dans 5000 ans d'histoire, la bataille de Cameron. Le Second Empire, proclamé, vous le savez, en décembre 1852, est un régime paradoxal. Fils d'un coup d'État, il se veut à la fois autoritaire et modernisateur, soucieux de grandeur nationale autant que de progrès social.
Napoléon III, neveu de l'empereur déchu à Waterloo, est animé d'une obsession, rendre à la France sa place au premier rang des puissances mondiales. Et pour ça, il mise sur deux leviers, la prospérité intérieure, nourrie par les grands travaux et l'essor économique, et le prestige extérieur, cimenté par des succès diplomatiques et militaires. Dès les années 1850, l'empereur accumule les victoires. La guerre de Crimée, de 54 à 56, menée aux côtés du Royaume-Uni et de l'Empire ottoman contre la Russie, déjà, donne à la France l'image d'un arbitre du concert européen. La campagne d'Italie, 1859, marquée par les victoires de Magenta et de Solferino, renforce encore son prestige, même si elle ouvre la voie à l'unité italienne au détriment du pape et des États pontificaux. Ces succès vont nourrir chez Napoléon III la conviction que la France doit maintenant jouer un rôle global, non seulement en Europe, mais dans le monde. Pour comprendre l'expédition du Mexique, il faut saisir la personnalité, complexe de Napoléon III. Contrairement à son oncle, l'empereur des batailles, Louis-Napoléon n'est pas un chef de guerre, loin s'en faut. C'est un homme d'idées, parfois visionnaire, parfois totalement chimérique. Son imaginaire politique est nourri de romantisme, d'utopie sociale et aussi de calculs diplomatiques. Jean-Claude Dion, dans son ouvrage, souligne combien Napoléon incarne la figure de l'empereur démocrate, persuadé, l'ouvrage c'est le Second Empire, persuadé que sa légitimité vient à la fois de son nom et de l'onction du suffrage universel. Vous savez que c'est le premier président de la République élu au suffrage universel direct, donc directement par le peuple. Et ce sera le seul jusqu'à Charles de Gaulle, donc vous imaginez. Sa pensée est marquée par une tension constante entre autorité et liberté. D'un côté, vous avez le coup d'État de décembre 1851 et la répression des opposants qui montre sa volonté de contrôler l'ordre politique. Et de l'autre, il va s'ouvrir progressivement dans les années 1860 aux libertés de la presse, à la vie parlementaire et au pluralisme politique. C'est-à-dire au début, il commence effectivement avec une main de fer et puis petit à petit un gant de velours. Cette oscillation nourrit son image d'homme insaisissable, vous voyez, à la fois héritier de Napoléon Ier et de prince libéral, chef autoritaire et réformateur social. Napoléon III, c'est aussi l'homme du progrès. Ses convictions saint-simoniennes vont le pousser à soutenir l'industrialisation, le chemin de fer, les grands travaux de Paris qui sont confiés à Haussmann. Il croit au rôle des infrastructures et du commerce dans l'unification des peuples. Et de là vient son obsession pour les canaux transocéaniques, un rêve qu'il projette tantôt au Nicaragua, tantôt au Panama. L'expédition du Mexique n'est pas étrangère justement à cette vision. L'empereur y voit un espace économique à développer, un débouché pour l'industrie française et une position stratégique dans la mondialisation qui est en train de naître. Ça, c'est visionnaire. Enfin, Napoléon III entretient une relation particulière avec l'opinion publique, vous savez que j'aime tant. Il sait le poids des images et des symboles, les victoires militaires, les fêtes impériales qui sont restées célèbres, les inaugurations de gares, de boulevards, tout ça, c'est autant de scènes où il se met en scène, où il met en scène sa légitimité. Mais cette dépendance justement à l'opinion le rend aussi très vulnérable. Chaque échec résonne plus fort encore, chaque revers fragilise le régime. C'est pourquoi l'aventure mexicaine, au-delà de ses objectifs géopolitiques, doit être comprise comme une quête de prestige personnel, une manière pour l'empereur de montrer à la France et à l'Europe qu'il est digne du nom qu'il porte. Et à ces motivations s'ajoute l'influence de sa femme, l'impératrice Eugénie, très attachée à la cause catholique. Elle voit dans l'expédition une réponse aux menaces que les lois de Benito Juárez font peser sur l'Église mexicaine. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.